Bonsoir, chers téléspectateurs de Zouk Télévision. Merci de nous retrouver dans votre émission dans votre émission hebdomadaire qui s'appelle Le Kiosque, et pour aborder les différents aspects, les différents événements et aspects de l'actualité de la semaine. Et j'ai le plaisir donc de recevoir les chroniqueurs habituels que je vais vous présenter dans un petit moment pour commenter justement cette actualité riche en pas mal d'événements qui nous concernent directement, mais qui concernent également le monde entier. Donc, je vais tout d'abord remercier Carl pour sa présence, Carl Paolo. Bonjour Carl, et peux-tu nous donner quelques éléments de ton actualité de la semaine? Ben écoute, il y a tellement de choses que je ne sais trop par quel point commencer. Il y a une actualité qui est quand même assez riche, à la fois localement, et puis sur des décisions que le gouvernement français est en train de prendre ou qu'il a présentées à l'Union européenne. Je suis très inquiet sur le quinquennat. Je pense que ça va être encore plus dur que le quinquennat précédent. À cause de la conjoncture notamment? Ben, parce que le gouvernement français veut revenir dans les normes. On croyait que c'était fini, mais c'est pas fini du tout. Il veut revenir dans les normes prévues par l'Union européenne. Et pour revenir, ils vont faire supporter l'essentiel aux ménages, l'essentiel des contributions aux ménages. Autrement dit, on va continuer la baisse des impôts qui profitent d'ailleurs aux plus aisés, et on va faire supporter aux ménages une diminution des dépenses publiques. Il y a une décision qui a été prise tout récemment qui permet maintenant à Pôle emploi d'aller voir les comptes des gens, de lui donner des moyens absolument coercitifs, presque équivalents à ceux de la police. T'as quoi que c'est un service de police judiciaire? Bon. Ben, tu vas nous expliquer tout ça tout à l'heure. Michel Blanchy, bonsoir, merci d'être là, et comme Carl, je te demande en quelques mots de nous présenter ton actualité de la semaine. Bon, alors mon actualité de la semaine, elle est d'abord très simple, c'est que j'ai été représenté le journal Justice à la fête de l'Humanité, et nous avons eu, bien sûr, on a comme d'habitude un débat au stand, mais nous avons eu aussi un débat sur la question institutionnelle avec le Parti communiste guadeloupéen, et de manière assez intéressante avec le Parti communiste réunionnais qui, sur ces questions, ces dernières années, n'était pas tout à fait dans la même configuration que nous, et ça a été extrêmement enrichissant. Voilà. Bon, bien sûr, il y a tout le reste de l'actualité, en particulier la question de l'énergie, mais enfin c'est à l'ordre du jour, oui. La question dont le gouvernement va aborder le problème du coût, de l'augmentation du coût de l'énergie, sur qui il va faire reposer l'effort. Voilà. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Philippe Saint-Cyr. Oui, moi je suis... Le juriste du plateau. Juriste, non, même pas. Beaucoup. Ancien avocat et ancien universitaire, professeur de droit. Un philosophe, voilà. Qui fait de la philosophie du droit, les juristes, bon. Non, mon actualité, je suis à fond j'essaie de comprendre l'histoire politique et économique au niveau des grandes idées de nos pays ultramarins, particulièrement de la Martinique. J'arrive à voir certaines choses, mais c'est pas encore très clair. Alors nous avons à l'écran Réflexion libre sur l'octroi de mer, Félix Saint-Cyr et Bruno Marquès. Oui, c'est gentil, oui. C'est le petit ouvrage que nous avions rédigé, et notre actualité avec Bruno et moi porte sur l'octroi de mer. Son évolution, et nous voulons aller beaucoup plus loin dans l'étude de cet impôt. Et notamment, Michel avait posé un problème sur la facture. Pourquoi l'octroi de mer ne figurait pas sur la facture, ok. Et nous avons découvert des factures où l'octroi de mer figurait, mais de façon très curieuse quant à son application, à sa taxation. Donc, on est en plein dedans.
Et vraiment, l'octroi de mer, je répète, c'est notre travail à nous Martiniquais depuis le Senatus Consuls du 4 juillet 1866 jusqu'à nos jours. Ce n'est pas une taxe coloniale inventée par M. Colbert. Très bien. Alors, ton ouvrage, c'est un ouvrage de vulgarisation ou bien il s'adresse à des spécialistes, des juristes? Ah non, pas du tout, pas du tout, pas du D'accord. tout. Les juristes, je dis, j'en aime pas beaucoup. Hein. Non, non. Alors, on peut retrouver cet ouvrage sur Librinova. C'est la formation, c'est Internet, ok, moyennant 5,15 €, je ne touche rien là-dessus. Où je suis en train je vais voir avec Zouk pour que je fasse une commande de cet ouvrage, parce que c'est nous auteurs qui pouvons maintenant seulement avoir les commander et qu'on nous les fasse livrer. D'accord. Ok. Très bien. Donc je m'occupe de ça et puis on nous téléphoner et on travaille à fond sur l'octroi de mer, qui mérite, n'est-ce pas, d'être mis au clair et qu'on défende contre les marchands. Certains appellent les marchands les capitalistes. Moi, j'aime bien le terme marchand, qui a une consonance biblique. Une consonance biblique plutôt péjorative. Voilà, c'est sûr. Merci beaucoup. En tout cas, on sera attentif là-dessus. Mais il est né à l'époque du capitalisme marchand. Voilà. Donc, écoutez, merci pour votre présence, pour la disponibilité de vos esprits et de vos après-midi, de manière à éclairer nos téléspectateurs sur les différentes questions que je suis amené à vous soumettre, étant entendu que Emmanuel Granier me fait confiance pour animer cette émission cet après-midi. Donc, sans plus attendre, nous allons aborder le premier thème. L'appel de Fort-de-France, Serge Chimie souhaite que la Martinique possède des leviers de décision. Et en guise de préambule, je me permets, parce que j'aurais dû être chroniqueur, mais cet après-midi, je suis présentateur, mais je me permets de développer quelques éléments que j'avais mis en réflexion. Donc, le bilan aujourd'hui, avant de parler de l'appel de Fort-de-France dans le fond, le bilan aujourd'hui, puisque j'ai un petit peu interrogé autour de moi, ce qui revient surtout, c'est que les élus n'ont pas qu'à faire rien, violence et criminalité dans les DOM supérieures à celles des villes les plus anxiogènes telles que Marseille, le vote, très peu de participation au vote des présidentielles, et notamment un vote qui s'est tourné pour Mélenchon et la NUPES au premier tour et pour Marine Le Pen au deuxième tour, ce qui montre une certaine volatilité des voix. Beaucoup de maires estiment qu'ils sont totalement ignorés par le préfet, par les sous-préfets et puis aussi par les services déconcentrés, les directions déconcentrées de l'administration française. Alors, il y a des exemples qui m'ont été donnés, je vais vous demander votre avis dessus. J'ai vu passer, je ne sais pas si vous avez vu, une interdiction de commercialisation des plantes d'Atoumo parce qu'elles étaient réservées au monopole pharmaceutique. Et ça m'a un petit peu interloqué dans la mesure où on ne peut pas fabriquer un jus à base d'Atoumo et le vendre en Martinique puisque la plante serait pharmaceutique et réservée à l'exclusif emploi des produits de la pharmacopée française. C'est le pacte colonial, ça. Merci pour ton commentaire. Alors, il y a des problèmes de zones de mouillage que les meilleurs connaissent, notamment un scientifique, M. Damien Chevalier, qui travaille sur la ponte des tortues aux Anses d'Orlé, et qui travaille avec le maire des d'Orlé avec volonté d'établir une zone de mouillage spécifique pour permettre justement aux tortues de pondre. Et il est impossible pour lui de faire entendre raison la DEAL qui ne lui répond pas à ses interpellations. Il n'est pas le seul, puisqu'il y a également Saint-Pierre, une anecdote m'a été rapportée comme quoi le directeur de la mer a refusé de rentrer en contact avec les maires qui l'interpellaient sur justement cette gestion de l'espace marin, l'espace maritime, pour des raisons d'aménagement et notamment de mouillage. Je souhaite enfin finir pour dire que l'ONF a empêché un autre maire de donner 16 hectares à un héritier d'une famille pour qu'il exploite son bien, simplement parce qu'en 20 années d'inoccupation, eh bien, cette parcelle a été boisée. Et comme on sait aujourd'hui qu'il y a une priorité dans la volonté de développer une autonomie alimentaire appelée des vœux de beaucoup d'autonomies chez les indépendantistes, on ne comprend pas que l'ONF ne veuille pas accepter cela. Il y a bien évidemment 17% de chômage, il y a 76 000 personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Alors je ne vais pas égrener plus longtemps
mon constat, mais cet appel de Fort-de-France ne vient pas de la simple volonté de Serge Letchimy, puisqu'il y a quand même 7 présidents qui ont signé cet appel, Mme Bello de la Réunion, M. Charlus et M. Losbord de la Guadeloupe, M. Mussington de Saint-Martin, Wisseni de Mayotte, M. Serville de la Guyane, M. Letchimy de la Martinique, tous qui veulent rentrer en discussion avec l'État de manière à proposer donc un partenariat différent avec cet État. Et nous, en Martinique particulièrement, nous souhaitons que cette interpellation, cet appel de Fort-de-France, permettent à travers la consultation de la population, par l'entremise de jeunes qui vont à la rencontre des habitants, par l'entremise d'une plateforme numérique qui va permettre aux Martiniquais de s'exprimer dessus, par la consultation des corps constitués, notamment des professionnels qu'on a commencé avec la sénatrice Conconne, par les sages et par les jeunes qui sont consultés, nous souhaiterions, enfin les élus de la Martinique souhaiterions s'associer à ce projet-là de manière à voir comment il y a possibilité de changer de paradigme avec l'État français. Bon, mon introduction était un petit peu longue et je vais donc passer la parole à Carl Paolo, qui a certainement un regard avisé et aiguisé sur le sujet. Je souhaitais donc avoir ton opinion, Carl, là-dessus. Non, le bilan qui vient d'être dressé, malheureusement, ne concerne aucun secteur dans lequel les élus ont des responsabilités. Alors, je veux bien qu'on dresse le bilan de l'action ou de la non-action de l'État, absolument, mais j'aurais préféré aussi qu'on dresse le bilan des domaines, de l'action des élus dans les domaines où ils ont les mains libres. Où ils ont les mains libres. Je ne vais pas reprendre ces domaines, on les connaît, l'eau, l'assainissement, transport, déchets, etc. Parce que qu'il faille prendre en main notre avenir, sans doute, mais pas pour faire n'importe quoi. Or, c'est un peu ce qui se passe, et surtout avec des mains propres, pas avec les mains sales. Et à entendre beaucoup de choses qui sont faites, qui sont dites publiquement, pas en bas-feuille, publiquement, sous des coopératives de production, d'élevage, etc., etc., je pense qu'il y a de quoi vraiment s'inquiéter. Vraiment s'inquiéter. De dérives qu'on observe, pas de manière isolée, mais qui se multiplient. Or, ces dérives, vous savez, à un moment, on parlait souvent de l'affaire du Sérigmia. Est-ce que quelqu'un pense que 12 millions d'euros peuvent se volatiliser des caisses d'une université sans que personne ne le voie? Ça me paraît pas possible. Donc ça veut dire que ceux qui avaient à charge de faire le contrôle ne l'ont pas fait. Et ceux qui, dans les conseils d'administration, devaient manifester de la curiosité, poser des questions, ne l'ont pas davantage fait. Quand j'entends un ancien trésorier d'une coopérative, il s'agit de Madiviel, mais pas que lui, expliquer qu'on avait une surproduction de volailles, que cette surproduction était financée par les fonds européens, que comme on ne pouvait pas absorber plus de 18 000 tonnes par semaine et qu'il y en avait 28 000, l'excédent était détruit et qu'il y avait des subventions pour détruire ces volailles. Que ces volailles étaient portées au SMTVD. On le retrouve, et qu'une partie de ces volailles se retrouvait dans les établissements, enfin, n'étaient pas détruits, donc forcément il y avait des faux certificats d'enfouissement. Et donc, alors, ça a passé, il n'y a pas longtemps, via ATV, le 5 juin 2022. Le 5 juin 2022. Et la dernière émission que j'ai regardée, c'est Politiquement Incorrect,
où il y avait M. Juvenal Guémir, ça a été répété, c'est tout récent. Alors, de telles pratiques ne peuvent pas se faire. Nous sommes un trop petit pays, tout ce qui se fait en Martinique, on le sait. Tout ce qui se fait en Martinique, on le sait. Alors j'ai envie de t'interpeller, tu parles clairement effectivement d'affaires judiciaires qui ne trouvent pas d'écho auprès de la justice, mais que font les services juridiques, que font les services de l'État, c'est ça en fait. Tu dis que effectivement il n'y a pas de prérogative. Il y a une enquête qui a été ouverte le 6 juillet 2017, qui est, à ma connaissance aujourd'hui, d'après ce qui m'a été dit, achevée. Maintenant, c'est des douanes judiciaires qui ont été à l'œuvre, ainsi que l'OLAF. En fait, la structure qui est au niveau de l'Union européenne surveille cette affaire-là, traque les fraudeurs aux fonds européens. Bon. Si cette enquête est terminée, il y a des procédures pour saisir un magistrat instructeur et pour qu'il procède au complément d'investigation éventuelle et que les éventuelles personnes qui ont à répondre soient traduites devant les tribunaux. D'accord. Bon, je ne suis pas maître des horloges. Oui, dans des cas précédents, dans des cas bien, ça doit faire 7 ans que cette affaire-là dure. Oui, au moins 7 ans. Oui. Ouais. Ça fait 7 ans que cette affaire-là dure. J'imagine que quelqu'un qui aurait dérobé des bijoux dans une bijouterie à Fort-de-France et qu'on aurait réussi à identifier et à arrêter serait traduit devant les tribunaux dans des délais relativement raisonnables. Pourquoi, quand c'est des gens qui sont des cols blancs, au-dessus de tout soupçon, ayant des relations, pourquoi ça prend autant de temps? Et pourquoi il y a silence? Est-ce que... Moi, je dis ça, mais je ne suis pas président du conseil exécutif. Je ne suis pas un élu. Ça n'intéresse pas les élus? Très bien. Alors, on passe la parole à Michel Branchi concernant donc l'appel de Fort-de-France. Bien entendu, il faut dénoncer et faire la lumière sur toutes les affaires de corruption, malversation qui existent, mais la question posée n'est pas celle-là. Je ne fais pas de... Il y a en France, et la Cour des comptes, les tribunaux, tous les jours, révèlent des affaires qui impliquent soit des élus, soit des ministres, soit des grands capitaines d'industrie, etc. Et la justice, bon, en principe, doit faire son boulot. La justice, d'ailleurs, qui, sans prendre la défense, est souvent dépourvue de moyens, notamment pour les affaires à caractère financier. Je l'ai vécu, d'ailleurs, à un moment donné, la justice a très peu, notamment avait très peu, je ne sais pas, ça s'est renforcé, paraît-il, avait très peu d'enquêteurs spécialisés dans les affaires financières. Je crois savoir même que la dotation de la justice française en termes d'affaires financières est 2 fois moindre que la Pologne. Ouais. Petit commentaire. Bon, alors, néanmoins, la justice doit faire son travail. Concernant les affaires dont on parle là, bon, effectivement, SNDVD, etc. Bon, en tout cas, en tant qu'organe de presse, nous suivons ça de très près. Chaque fois qu'il y a des informations, nous les donnons. Mais la question posée est la suivante. Il faut qu'à la Martinique, il y ait des levées de décision. Mais je dis une chose, c'est simple. En 1971, je l'ai dit la dernière fois, en 1971, Convention du Monde Rouge. C'était la Convention du Monde Rouge. Après la départementalisation, toute une série de formations politiques des DOM, et on en conclut que la départementalisation, le système départemental, aboutissait à une impasse. Et il y a eu la crise de 2009. La crise de 2009, je donne quelques éléments. La crise de 2009, c'est que toute une série d'observateurs, y compris le président de la République de l'époque,
je cite de mémoire, Nicolas Sarkozy a dit « Le système que nous avons instauré en 1946 a épuisé ses capacités d'impulsion. » Bon. Et récemment encore, l'IEDOM a fait une étude sur les 20 dernières années en matière économique et sociale. C'est l'étude de Sérum que nous avons commentée il y a 6 mois dans Justice, qui aboutissait. En gros, la phrase créole qui exprime bien cette situation, c'est que nous boutons. Alors, bien entendu, tu as cité quelques exemples, notamment qui sont intéressants et que j'ai personnellement vécu, moi, en tant qu'élu à la CTM, c'est que les compétences théoriquement attribuées aux élus, souvent, il y a des interférences avec les compétences de l'État. Bon. Donc, ce n'est pas vrai que les élus ont toutes les compétences, même dans les domaines cités. Bon. Et par conséquent, je prends l'exemple notamment des cours d'eau. Bon. Les cours d'eau. J'ai ma piste. Pendant des années, le responsable des marchés publics de la CTM, à l'époque c'était Daniel Marissette, s'est battu parce qu'il s'agissait de mettre hors d'eau la plaine de Rivière-Salée, et où il y a, je crois, 47 rivières. 47 rivières. Et alors c'est une réglementation qui est faite parce que dans certaines rivières, il y a des truites, il y a des saumons qui remontent les rivières et qui sortent le barrage. Et comme nous n'avons pas cette réglementation est appliquée de manière assez aveugle, semble-t-il. Et administrative. Administrative par, je crois, la DEAL. Et ça a retardé de plusieurs années ce projet. Pourtant, la mise hors d'eau, les marchés publics, l'aménagement sont dans les compétences des collectivités. Bon, par conséquent, ce que je vais terminer en disant, parce que j'ai écouté avec beaucoup d'attention Maurice Gironcel, qui est maire de Sainte-Suzanne, je crois, à La Réunion, et président de l'association, une association d'élus qui regroupe l'ensemble des élus des DOM. Bon. Et qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit que eux aussi, ils sont arrivés à la même conclusion, c'est que le système est à bout de souffle, mais comme constitutionnellement, ils ne sont pas inclus dans... ils ont été écartés par la révision constitutionnelle de 2003, ils ne peuvent pas réunir de congrès des élus. Ils se sont appuyés, ils s'appuient sur une autre loi plus récente de 2012, je crois, la loi NOTRe. La NOTRe, je crois que c'est la troisième vague de la décentralisation, qui permet de réunir ce qu'on appelle la conférence territoriale. Et qu'est-ce qu'il propose? Eh bien, c'est qu'à La Réunion, les élus se réunissent en conférence territoriale pour poser les problèmes, alors à la fois les problèmes de développement économique, bien sûr, les problèmes des territoires, quoi. Mais aussi les problèmes institutionnels. Voilà, très bien. Voilà, j'en ai terminé. Bon, alors Philippe Saint-Cyr, après les deux interventions, donc on a juste hors de l'émission, enfin en off, on a parlé effectivement de la déclaration de Basse-Terre en 1999 qui constatait déjà une destruction systématique de l'initiative locale, un affaiblissement des filières productives, la déstabilisation financière des collectivités, un assistanat généralisé, un chômage persistant. Et donc tu me précisais avec ta mémoire que cette déclaration de Basse-Terre avait quand même eu une petite portée institutionnelle et je souhaiterais quand même être le témoin, enfin, en tout cas, rapporter ce que les maires me disent. Je donne des exemples aux téléspectateurs. Par exemple, il y a un maire qui me disait que l'Office français de la biodiversité qui protège les espèces rares interdit un maire de faire un petit pont
parce qu'on a trouvé des mantous quelque part, mais il est impossible pour le maire de rentrer en communication avec cet office français. L'ONF a même refusé à un maire la possibilité d'élaguer un amandier sous prétexte que celui-ci avait une valeur paysagère. Et quant à la loi GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, on a donné cette compétence-là aux maires. Ils ont très peu de moyens et pourtant les responsabilités s'accumulent, mais les moyens diminuent. Donc, je voulais entendre ton opinion là-dessus. Oui, je crois qu'effectivement, il faut commencer par le diagnostic, non pas de ce qu'ont fait les élus, ce qu'ont pas fait les élus, mais de notre société. Et elle est effectivement profondément malade. Il y a un malaise social profond, un chômage important. Puis il y a des événements qui attirent l'attention. La destruction des statuts, c'est pas l'effet du hasard, hein. C'est l'expression de certains jeunes. Il faut traduire. Le vote simultané présidentiel, n'est-ce pas? Un coup, n'est-ce pas, je vote à gauche, un coup, je vote à droite. À l'extrême droite. À l'extrême droite, sans qu'il y ait aucune concertation. C'est quand même l'expression d'un certain sentiment de nos compatriotes. L'abstention qui ne cesse de croître, c'est un phénomène effectivement extrêmement inquiétant. Et il y a une dernière information qui m'a assommé, venant de la Guyane, s'agissant du transport de la coque, n'est-ce pas, vous savez, les mules. Eh bien, la parquet décide, n'est-ce pas, qu'en dessous de 1,5 kg, il n'y a pas de poursuite, à titre expérimental. Mais vous imaginez la chose qui se passe? C'est-à-dire que l'ordre recule, la justice n'a plus le droit d'intervenir, enfin, ne veut plus intervenir, n'a plus les moyens. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je n'ai pas besoin de vous faire le... Je pense qu'il y aura de plus en plus de passagers de Guyane vers le continent. Donc, on ne peut pas ne pas répondre à une pareille interpellation. C'est un oukase que lance la population. Un oukase. Il faut effectivement arriver à faire le diagnostic et à comprendre ce qui se passe. Et le président du conseil exécutif, eh bien, il a saisi des opportunités qui sont sensationnelles. Il a su les saisir. Président des RUP, réunion des RUP, les ultramarins se trouvent là, on enclenche la discussion. Crise, que fait-on? Eh bien, on lance un appel pour, n'est-ce pas, discuter les relations à avoir avec l'Hexagone sur des bases qui sont des bases de décentralisation, hein, ce n'est pas autre chose. Hein. Je lis, il s'agit de conjuguer la pleine égalité des droits avec la reconnaissance de nos spécificités, notamment par une réelle domiciliation des leviers de décision au plus près des territoires. Eh bien, c'est l'admission du principe de l'égalité, donc de la relation avec le centre, ok, et puis le droit à la différence des spécificités qui doivent être gérées de façon le plus proche du territoire. Alors je vous signale qu'il y a eu plusieurs tentatives, n'est-ce pas, d'aller de l'avant. Bon, la loi du 19 mars 1946 rapidement a épuisé ses effets, c'est évident. Moi, je considère que l'appel de Basse-Terre est un événement important. Okay. Avant, il y a eu les lois de décentralisation, hein, qui ont laissé penser qu'il y avait peut-être certains espoirs. Bon, ça n'a pas été très très loin. Ensuite, il y a cet appel de Basse-Terre, Michaud-Chevry, Alfred Marie-Jeanne et Antoine Karam, n'est-ce pas, qui ont posé le problème, tu viens d'indiquer. Et la démarche ressemble à celle de l'appel de Fort-de-France. C'est-à-dire, des discussions se sont mises en place et abouti à une réforme constitutionnelle. Alors, avec des éléments intéressants pour nous, mais je vous signale aussi qu'il y a eu une modification de la Constitution du 4 octobre 58. On a ajouté un élément de phrase à l'article 1er indiquant que l'organisation de l'État est décentralisée. C'est la première étape. OK ? Et à partir de là, eh bien, on continue. Des avancées institutionnelles,
la situation économique et sociale n'avance pas beaucoup, au contraire. N'est-ce pas, le malaise s'accroît. Et donc, à l'occasion de ces réunions, avec les régions ultrapériphériques à l'intérieur des régions ultramarines, eh bien, la déclaration d'appel, l'appel de Fort-de-France se met en place. Et je pense que les choses commencent, c'est toi qui pourras nous donner des éléments. Il me semble qu'il y a d'abord une commission de diagnostic. Absolument. Okay. Donc, il faut faire le diagnostic. Et il faut qu'on se pose la question à nous, Martiniquais et autres, ultramarins, de ce que nous avons fait ou de ce que nous ne faisons pas. OK ? Et que nous prenions nos responsabilités, au moins de réflexion et de responsabilité en main quand même. Et que l'on puisse, pendant un certain temps, aller de l'avant. Il ne s'agit pas de demander des pouvoirs pour des pouvoirs. À quoi ça correspond ? Avec, j'ai oublié de signaler le phénomène de corruption très avancé qui existe. C'est un malaise social. Il est évident qu'il faut approfondir la réflexion. Et j'ajoute, alors on dit que c'est une concurrence de communication. Les 22 présidents de région viennent effectivement dans une tribune du journal du dimanche, n'est-ce pas ? Eh bien, ils soutiennent effectivement l'appel de Fort-de-France. Moi, je pense qu'il y a une fenêtre de tir qu'il ne faut pas rater. Il faut aller dans cette direction, qu'on ouvre le débat. Alors, on en tirera des conclusions. Mais surtout, pour reprendre, je remplacerai la formule de Patrick Chamoiseau, il ne faut pas tomber dans le syndrome du poulailler, il faut sortir de ce syndrome et ne pas aller dans le syndrome du paresseux. Je parle de l'animal. Merci beaucoup, Philippe. Alors, je vais... Le paresseux est un animal qui existe d'ailleurs en Guyane et qui a la particularité d'être extrêmement lent dans ses mouvements. Bon, mais il ne vit pas dans un poulailler, donc il faudrait peut-être changer de métaphore. Je vais revenir sur Carl, qui a certainement des arguments complémentaires à ajouter à son premier propos, en précisant que la fenêtre, elle correspond aussi à la nécessité d'une révision constitutionnelle pour 2023-2024 concernant la situation de la Nouvelle-Calédonie. Donc si jamais on en profite, et donc l'opportunité s'offre là, et donc l'appel de Fort-de-France en séparation d'Ajtimi pourrait permettre effectivement de quelques retombées qu'on ne peut pas ne pas considérer comme étant d'avance, comme étant par avance négatif, ou alors voilà. Alors Carl, je te redonne la parole puisque... Non, je voudrais simplement rappeler que lors du dernier congrès avant l'instauration de l'Assemblée unique, 84% des élus qui avaient parti au congrès étaient pour l'article 74. Ça n'a pas empêché plus de 70% des Martiniquais de dire non. Ça veut dire quoi? Alors oui, il y a l'abstention, tout ça, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos compatriotes n'ont pas confiance. Ils ont même perdu confiance. Et on ne fera rien, mais rien du tout. Et je suis prêt à parier que nos compatriotes répondront non tant que la confiance, qu'ils n'ont pas confiance dans les élus qui sont en place. Alors, la question, ce n'est pas des quelques incidents, on a l'impression que ce sont des anecdotes, bon, regrettables, oui, il y a quelques canards boiteux, hein, il y a des moutons à 5 pattes. Mais non, c'est un système qui est comme ça. Quand même, quand M. Tony Tanic, qui fédère, qui rassemble autour de lui les habitants du monde Capot-Lorrain, dit, mais je ne comprends pas. Je suis à quelques centaines de mètres de Vivé, nous pas dit de l'eau. Je n'ai entendu personne lui répondre. Ah si, Une petite seconde. vas-y, je t'en prie. C'est-à-dire que le ramdam qu'on a fait autour de la casse de canalisation et de les 200 et quelques mille euros qu'on voulait donner, qu'on a donné, du coup, au Béquet. Là, on avait fait du ramdam. On avait fait, oui, c'était le sujet. Mais là, et on pourrait multiplier les exemples.
On pourrait multiplier les exemples. C'est ça qui nourrit le malaise. C'est ça qui nourrit le malaise. Le malaise, c'est que nos compatriotes, et c'est pour ça qu'ils ne votent pas, ils ne voient pas très bien à quoi ça peut servir. Ça n'a pas toujours été comme ça. Dans les années 80, il y avait beaucoup de nos compatriotes qui pensaient, honnêtement, que même la décentralisation, avec toutes ses insuffisances, aurait permis de faire quand même quelques avancées. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu. Oui, on a dépensé de l'argent, oui, il y a eu des choses qui ont été faites, absolument. Mais il y a eu aussi beaucoup d'échecs, et des échecs qui ne sont pas dus au hasard. Alors, je ne vais pas faire la litanie parce que tout le monde a ça en tête, hein, ce Martinique et compagnie. Mais concernant le local, tu sais que la Martinique a 50 années de retard et la Non, France... non, attends, mais non, c'est trop facile à dire. Comment c'est facile? Si, c'est facile à dire. Dans le rapport de la Chambre régionale des comptes concernant la SME, il est dit que les investissements qui sont réalisés à l'époque par le SIX, qui a disparu, le rythme des investissements faisait qu'il fallait 350 ans pour remplacer la totalité du réseau. Sais-tu quelle est la durée de vie d'une canalisation? À peu près 30 ans. 50 ans. 50 ans. Alors 350 ans, on est sûr qu'il y aura des problèmes. On sait. Vous faites comme si ce sont des événements imprévus, bon, qui nous tombent dessus sans crier gare. Mais c'est pas vrai. Ce sont des choses qu'on connaît. Ce sont des choses qu'on connaît. Quand je lis dans le rapport de la Chambre des comptes concernant le SMTVD qu'à la trompeuse, au parc technologique, les factures qui sont faites ne sont pas sauvegardées et que le logiciel qui est utilisé, on peut effacer toute trace de facturation et qu'on n'a aucune garantie quand il y a des paiements en espèces que ces paiements sont effectivement conservés. C'est marqué dans le rapport. Qu'est-ce que je dois en conclure? Est-ce qu'il faut comprendre qu'il faut que des magistrats se trouvent en Guadeloupe viennent pour qu'on s'aperçoive de quelque chose que tout le monde peut voir? Enfin, nous n'avons pas... Il y a des Martiniquais qui sont pas moins intelligents que les autres. Donc, ces choses-là, ce qui se fait dans ce pays, et que chacun constate là où, en fonction de là où il est, eh bien, ça ne se fait pas, ce n'est pas une ou deux personnes, ça se fait et beaucoup de gens sont au courant. Lorsque ce fameux produit qui est utilisé pour faire jaunir les bananes jaunes. Les téflons. Voilà. Enfin, moi j'entends M. Juvenal Rémy expliquer, mais tout le monde sait qu'on utilisait ce produit et tout le monde sait d'où il vient. Que même certains producteurs d'ananas le vendaient à des gens qui n'étaient pas producteurs d'ananas, que ces produits venaient quelquefois de Dominique. D'accord. Et qu'on arrosait non seulement des bananes jaunes, mais d'autres fruits, des tomates, des concombres. Et qu'une banane jaune qui est arrosée avec ce produit, en l'espace d'une nuit, de vert, et le lendemain, on la vend. Donc, ça veut dire que personne ne regarde. Or, les services de l'État sont parfaitement au courant. Les présidents de coopératives, il y a trop de monde dans ça. Ça ne peut pas se faire de manière clandestine. Or, nous avons quand même des collectivités qui financent. Il y a beaucoup de financements qui sont donnés, soit des fonds publics, soit des fonds européens, au niveau de l'agriculture. Ce n'est pas normal que ces financements, on ne contrôle pas la destination qu'ils prennent. Il n'y a pas longtemps, on a condamné un ancien maire, à l'époque il était maire, M. Mancé, et d'autres personnes, à détruire un silo à grains qu'on a fait du COS. Le silo est toujours là. Hein. Oui. On va aborder la question. Alors, le silo, il est toujours là. Oui. On a dit qu'il faut le détruire. Il est toujours là. Donc, ça veut dire qu'on prend... Il y a des décisions de justice
et que ces décisions ne sont pas appliquées. Et pire, ceux qui ne les appliquent pas ont pignon sur rue et sont reçus en grande pompe. Alors, Donc, les gens qui voient ça se disent, bon, on ne peut pas avoir confiance. Et je ne suis pas le seul à dire ça. Hein. Il y a le secrétaire, il y a un gars de Guadeloupe qui est responsable socialiste. Il a écrit ça. En tout cas, tu es la voix de ceux qui pensent comme toi. Non, hein. non, mais moi, je suis la voix de personne, je n'ai pas mandat. En tout cas, je ne suis pas élu. C'est toi qui es la voix. Oui. Tu es de la voix, je ne sais pas la voix de qui, mais tu es la voix. Alors, moi, je ne suis pas la voix. Alors, je passe la parole à Michel. Et donc, la déclaration de Fort-de-France a quand même été saluée par l'Organisation des États de la Caraïbe orientale. Et donc, ils sont pour la volonté d'une intégration de nos territoires dans cette Caraïbe. Et puis, comme Philippe me disait tout à l'heure, que j'ai assisté effectivement au débat, en tout cas au diagnostic. Il y a tellement, bon, le rythme est assez soutenu, il y a parfois 2, 3, voire 4 auditions par jour. Celles auxquelles j'ai pu assister étaient très intéressantes, hein, donc sans dévoiler ce qui a été dit. Le bâtonnier, Maître Germani, est venu expliquer les difficultés de la justice. Docteur Criquet Ayot, qui est donc représentante des syndicats des médecins libéraux, a parlé de la difficulté de la médecine en Martinique, avec notamment beaucoup de médecins de plus de 65 ans qui soignaient 26% de la population martiniquaise. Donc ça commence à être un problème en termes d'effectifs de soignants et notamment de médecins. Le monsieur Desgrottes d'une coopérative bananière est venu expliquer que la clause miroir n'existe pas. On nous demande d'avoir plein de garanties, notamment en termes de développement durable, en termes d'écologie, etc. Alors que les bananes importées depuis l'Amérique du Sud ne sont pas contrôlées pareillement. Madame Capron de l'Association martiniquaise pour la promotion de l'industrie est venue expliquer les difficultés qu'il y a à avoir une industrie en Martinique, une industrie avec une masse critique suffisante pour permettre de faire des économies d'échelle, et ces économies d'échelle pouvant permettre à ces industries-là de vivre, et ce n'est pas le cas. Et puis, bien évidemment, les 15% de prix sur le papier, 400% sur le colza, 80% sur le maïs, 45% sur le soja, 20% sur le riz, qui touchent pleinement les industries agroalimentaires. Les augmentations de prix. Les augmentations de prix, merci, je n'ai pas précisé. Les augmentations de prix qui touchaient pleinement les industries agroalimentaires martiniquaises. Là, nous sommes dans le court terme. Ah non, on est dans le court terme, oui, tout à fait. Monsieur Daniel, qui a cité les travaux de monsieur Valentin Marie, qui parlait de la chute démographique, alors je lui faisais remarquer que pendant très longtemps, la transition démographique avec la maîtrise de la démographie des familles à 2 voire 2,1 enfants par femme, c'était une preuve de développement, c'est une preuve de réussite de la société, dans la mesure où il y avait l'épanouissement, il y avait les études, il y avait le recul de l'âge au mariage, etc. Et donc aujourd'hui on se rend compte que finalement le modèle qui instituait le développement comme étant celui d'avoir peu d'enfants, des sociétés qui avaient des sociétés développées, qui avaient maîtrisé la contraception, eh bien aujourd'hui c'est un piège. C'est un piège, et aujourd'hui, donc, on essaie de faire redémarrer cette démographie et ce taux de fécondité-là. Et je finis pour dire qu'il y a un monsieur Lagier de l'Assise qui est venu nous expliquer qu'il y avait 300-400 marginaux à Fort-de-France et que c'était des gens qui étaient malades et il fallait environ 400 à 500 repas par jour pour s'occuper de ces personnes-là. On dit Fort-de-France simplement parce que c'est le causé géographique de tous les marginaux. Je finirai par en parler de M. Larcher qui est venu parler du Coup des Rhums et qui représente avec le spirit tourisme et avec la production de rhum, notamment le rhum de grande qualité, puisqu'on est les seuls à avoir un rhum vieux d'aussi grande qualité. Eh bien, c'est quand même 8% du PIB de la Martinique. Alors, ce que je ne savais pas, figurez-vous, ce monsieur nous l'a expliqué, c'est que quand il y a eu l'usine centrale, eh bien, ce sont les habitations de périphérie, de mornes, qui ont été un petit peu délaissées par ces usines centrales-là, parce que le sucre pouvait simplement arriver par ces usines centrales par chemin de fer. Et donc les petites raffineries qui étaient en périphérie n'intéressaient pas les usines centrales. Petites distilleries. Petites distilleries, pardon. Distilleries, oui. Et ils se sont mis à faire du rhum vieux. Ils se sont mis à faire du rhum
premièrement. Et puis, la Première Guerre mondiale a demandé une production de rhum importante pour la France. Et c'est à la fin de cette Première Guerre mondiale qu'on s'est retrouvé avec un stock trop important de rhum. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire le rhum vieux en Martinique. En fait, c'était vraiment passionnant. Alors bon, je n'ai pas trop dévoilé de choses parce qu'il reviendra à la commission de faire son rapport au Congrès. Et puis... Et dis-moi, Charles, oui. Le diagnostic s'étend sur combien de jours? Combien de temps vous allez... Et comment vous faites Alors, la synthèse? Est-ce qu'on peut avoir des informations en principe, le diagnostic s'étendrait jusqu'à fin septembre. Et, fin septembre. Et donc, il y aura bien évidemment un rapport qui sera fait et qui sera présenté aux élus du Congrès et à la population, et il sera mis à disposition de tous. Alors, le but de ce diagnostic-là, c'est bien évidemment de connaître la Martinique, de la connaître. Parce que quand on fait un diagnostic, il y a des éléments qu'on peut trouver de manière disparate sur Internet ou en cherchant et tout, mais c'est tellement pratique de voir les spécialistes venir à vous présenter leurs difficultés. Alors, après mon propos assez long, je souhaiterais faire Michel Branchier-Romondir en lui posant la question de savoir si il attendait des retombées positives de ce congrès en Martinique et singulièrement de la volonté de voir le rapport avec la France évoluer institutionnellement, si tel était le cas. Bon, moi je suis clair. Effectivement, de toute façon, je fais partie d'un ensemble qui avait proposé aussi la tenue d'un congrès. Hein? Bon, je peux le nommer, le Grand Assemblée. Ouais. Et j'en suis toujours membre. Bon. Par conséquent, maintenant, ça a été évoqué par Karl, la question, c'est aussi de convaincre les Martiniquais. Tout à fait. Par conséquent, mais aussi, je voudrais insister sur un point. On a cité la Convention du Mont-Rouge, on a cité la Déclaration de Basse-Terre, on a cité l'appel de Fort-de-France. Et ce qui est important de montrer, parce que, je m'excuse, mais je pratique le matérialisme dialectique, les situations auxquelles se référaient les conventionnels du Mont-Rouge en 1971, ceux de 2001 à Basse-Terre, et maintenant, elles ont évolué. Et les mecs, entre-temps, Philippe a bien dit qu'il y a eu plusieurs réformes institutionnelles. Et ce qu'il faut faire, c'est faire le lien entre tous les constats, les indicateurs sociaux que l'on voit, dont certains d'ailleurs certains se sont améliorés quand même, l'habitat, etc. Bon. Mais en même temps, les indicateurs fondamentaux, tu as cité un exemple, c'est le problème de la démographie. Le problème de la démographie, Claude Valentin-Marie, il y a plus de 10 ans, 15 ans, est venu alerter. Le problème, et tu l'as souligné, nous sommes dans un ensemble, l'Europe, la France, qui ne comprend pas que notre problème, c'est un problème de natalité. Et nous en sommes les seuls, nous étions les seuls en Outre-mer. Maintenant, la Guadeloupe suit la même évolution. Mais dans l'Outre-mer, c'était la situation inverse. En Guyane et à La Réunion. Autrement dit, et nous n'avons pas les instruments. Alors, nous agissons sur l'environnement, on appelle ça l'attractivité, etc. Mais nous n'avons pas les instruments d'une politique nataliste. Comment ? Et en réalité, aujourd'hui, l'existence du peuple martiniquais est menacée. L'existence, je suis grave. Et on en a discuté d'ailleurs lors de la rencontre tripartite. Et les camarades guadeloupéens ont soutenu ce point de vue parce que eux aussi, depuis une dizaine d'années, mais avec un décalage par rapport à la Martinique, ils constatent les mêmes évolutions. Par conséquent, c'est une nécessité d'avoir des instruments d'action locaux pour agir dans, je ne vais pas dire développer, mais on fait des propositions. Bon, il faut agir sur la vente du patrimoine martiniquais, il faut agir sur l'emploi martiniquais, il faut agir sur les raisons qui font que les personnes ne veulent pas d'enfants. Il faut agir bien sûr sur le fait que les Martiniquais partent en France. Tout ça. Sur l'accession à la propriété.
L'accession, exactement. Bon, et puis qu'est-ce qui se passe pour nos compatriotes qui ont vécu une vie en France, qui retournent et puis qui essaient d'acheter un open terre, ils sont concurrencés. C'est un phénomène d'éviction. Hein. Un grand économiste que j'ai eu à expliquer, c'est le phénomène d'éviction. Le simple fait qu'il y ait un rapport des économies développées et sous-développées, le rapport doit forcer toujours en faveur de l'économie développée. Et les néo-titulaires aussi. Il y a plein de Non, ouais. pour la CTM, ne les paye pas. Faites-les rester ici et puis payez-les. Vas-y. Bon, par conséquent, voilà ce que je voulais simplement dire. Ce que je voulais simplement dire sur ce sujet. Et pour terminer, c'est important de faire un diagnostic précis, mais un diagnostic en faisant, en essayant d'établir le lien, pas simplement faire un diagnostic transversal. Il faut établir un lien de causalité entre les phénomènes que l'on constate et les mécanismes, et les mécanismes notamment institutionnels qui aboutissent à ces résultats. Et je reviens sur l'exemple de la Réunion. Les camarades réunionnais, à un moment donné, avaient abandonné la question de l'autonomie. Ils sont allés jusqu'au bout, notamment avec le fameux amendement Virapoulet, qui a sorti la Réunion de... bon. Et bien maintenant, ils sont en train d'arriver par un autre chemin que nous. Très bien. Voilà. Alors, je donne la parole. Donc, diagnostic, je précise, un diagnostic, premier terme. Préconisation, ensuite, après avoir écouté le peuple, les sages, les corps constitués, la population. Le peuple. Eh bien, il y a une plateforme numérique qui est ouverte. Explique-nous tout ça parce qu'on Voilà, n'a pas le détail. une plateforme numérique est ouverte avec possibilité pour tout un chacun. D'ailleurs, j'ai invité. Non, je ne vais pas. J'ai invité certaines personnes à s'exprimer dessus. Je ne vais pas m'exprimer sur ça. D'accord. Nous Alors, savons laisse-moi qu'en finir. Martinique, il y a une facture numérique, que cette facture numérique met à l'index les plus modestes. Nécessiteux, oui, tout à fait. Et ceux-là n'iront pas. D'accord. Donc, par conséquent, je ne vois pas comment on peut croire Je qu'avec n'avais pas donné un la taux parole. de participation je t'avais pas donné aux la élections parole. de 27%, on aura miraculeusement quelque chose de plus significatif sur les consultations numériques. Je vais te donner la parole. C'est de la fantaisie. D'accord. Et donc, il y a aussi une demi-douzaine de jeunes, je n'ai pas le chiffre exact, qui va à la rencontre de la population. Et puis, il y a des élus, Une demi de jeunes, comment de jeunes qui vont à la rencontre de la population. Vous avez choisi comment qui ont été choisis. Alors là, je t'avoue qu'il y a certainement Oui, d'accord. une sélection qui a été faite, Oui, d'accord. mais qui vont et qui ont un questionnaire, qui vont à la rencontre de la population. Et puis, il y aura aussi des rencontres avec les élus. Et tous les élus qui veulent, ils iront dans leur population, ils iront parfois en dehors de leur circonscription, de leur arrondissement, etc., pour aller à la rencontre de la population, de manière à discuter, pour être questionnés, pour être entendus, et puis bien évidemment aussi pour écouter ce que la population a à dire. Donc ça, c'est le diagnostic. Ensuite, de tout cela va découler des préconisations. Comme timing, en gros, à la louche. En gros, à la louche, on va dire que le diagnostic, il va s'étendre jusqu'à fin septembre et peut-être même un petit peu déborder. On n'aura pas tout fini. Mais en tout cas, les préconisations, les réunions concernant les préconisations et les premiers, entre guillemets, cahiers de doléances qui nous seront retournés vont commencer début octobre. Et puis enfin, le congrès. Alors, il y a des dates, mais je ne les ai malheureusement pas ici, mais il y a des dates, des clauses de revoyure fixées donc, par le président Salibert pour permettre au congrès de se réunir de manière à faire la synthèse des préconisations, de manière à ce que les préconisations soient faites à partir des diagnostics. Et puis enfin, le volet institutionnel serait une troisième étape, et là, on sera mi-novembre, fin novembre. Voilà. Donc avec, j'ai envie de dire, horizon, fin novembre, début décembre, la possibilité de commencer à avoir un bilan du travail. Quelle relation vous faites avec le Conseil des ministres qui a lieu dans 6 mois? Alors, comment ça s'agence tout ça? Eh bien, donc cet agencement-là, il est à déterminer. Il est à déterminer puisque ce sont les élus
qui font des demandes des populations, parce que les populations de chaque territoire ne demandent pas la même chose, ce sont les élus qui font des demandes de leur population, pourront donc enclencher un entretien avec donc les différents ministres des différents domaines dans lesquels il y aura constat de problème. Alors, Philippe, on a tous fait 2 tours de table, et puis là, ça fera bientôt 1 heure qu'on est sur cette question-là, parce qu'elle est importante, il y a d'autres domaines. Voulais-tu compléter ton propos sur ce qui intéresse tout le monde, c'est-à-dire le fameux congrès, et puis... Oui, je dis que cette initiative est une initiative heureuse, qu'on n'a pas le droit... à laquelle on ne peut pas renoncer, ce n'est pas possible. Alors, est-ce qu'il y aura des résultats positifs? Personne ne peut savoir. OK? Mais il faut y aller et il faut travailler. Et nous devons tous y travailler dans leurs domaines respectifs. Peut-être pas répondre sur l'engin de ce monsieur, mais il faut que tous nous travaillions. Oui. Moi, personnellement, dans mon petit bureau, avec mes amis, nous travaillons sur un certain nombre de thèmes et il faut que nous participions. Il ne faut pas rater cette fenêtre de tir. Alors bien sûr, on dit, puisqu'il y a la loi des 3DS ou des 4D, on dit mais il y a une concurrence entre le Conseil de refondation et les élus de droite qui ont... beaucoup d'élus de droite qui ont soutenu effectivement cet appel. Je crois qu'il faut sortir de ce contexte, n'est-ce pas, de contestation politique et politicienne qui n'en finit pas, essayer de voir l'avenir et essayer de construire. Moi, c'est ma vision modeste des choses. Juste un mot. Oui. Michel Brech a dit quelque chose d'important. Il a dit plusieurs choses d'importantes, mais il en a une que je retiens. Il faut faire le lien de causalité. Ah oui, bien sûr. Et il a parlé de vision transversale. Ce n'est pas une vision transversale que vous faites. Vous faites une vision qui est par filière. Ce qui me gêne, entre autres, c'est que la vision transversale n'existe pas. Et deuxièmement, que ceux qui s'expriment, ce sont ceux... Il n'y a qu'une voix. Exact. On n'a qu'une voix. On n'a qu'un seul son de cloche. Je serais curieux de savoir si cette expression fait l'objet de documents rendus. Parce que les paroles, c'est très beau. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les documents. D'accord. Chacun peut dire ce qu'il veut, que Mme Capron, que M. Larcher, que M. Milia, que M. Tartampion viennent dire ceci. Pardon? Non. Milia, c'est qui ça? Non. Le président de Madivia. On va... Le président de Madivia. Ah non, excuse-moi. Je te dis ça. Non, tu pensais que c'était l'ophtalmo? Non. Alors, pour répondre... Non, attends. Qu'ils s'expriment, c'est très bien. Mais en réalité, ils ne font que donner leur point de vue, leur son de cloche, leur vision. Oui. C'est-à-dire que cette idée qu'il y a... Alors, ça me paraît déjà douteux, la méthode. La méthode me paraît déjà douteuse. Laisse-moi finir. La méthode me paraît douteuse. Bon. J'ai déjà dit ce que je pensais de consultation par voie d'Internet. C'est de la plaisanterie. C'est de la plaisanterie. On a compris. Bon. Oui. C'est pas sérieux. On a compris. J'espère que les organisations syndicales de travailleurs vont être conviées. Je veux croire qu'elles seront conviées. Je veux croire que lorsqu'on invite le représentant de la banane, on invite les syndicats de salariés de la banane. Il y a 104 personnes. 104 personnes seront invitées. 104. Non. Quand je vais finir, je vais te poser une question. Oui, parce que je trouve les oreilles là. Chacun peut dire ce qu'il veut. Chacun a sa vérité. Oui, bien sûr. Mais ce que monsieur, je te lève des gouttes, je ne sais pas lequel, peu importe, le représentant du producteur de bananes peut dire, c'est vrai, il n'y a plus de clause miroir. Eh bien, mais il faut peut-être... Pour établir l'équilibre, supprimons ce qui fait la différence avec les pays d'Amérique latine, y compris, baissons les salaires au niveau de ceux de l'Amérique latine. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors... Non, c'est pas sérieux. C'est moi qui dis que je suis d'accord. Il faut non, c'est moi qui dis que ne pas éviter les organisations syndicales de salariés dans les secteurs en question, ça me paraît... Il y a des organisations syndicales qui seront... Mais il y a des organisations syndicales qui seront invitées. Oui, mais non, mais il ne faut pas les inviter, à part. Alors, il faut les inviter conjointement. Il s'agit d'audition. Et la difficulté
de faire des gens s'asseoir sur une même table, c'est parfois que les débats sont inaudibles. On reçoit les personnes les unes après les autres, de manière à écouter ce qu'elles ont à dire, et de toutes les façons. Alors, pour te préciser, le terme qui m'échappait, c'est le comité interministériel de l'Outre-mer. Il y aura un SIOM, comité interministériel de l'Outre-mer, qui va prendre en pilotage toute cette affaire-là. Tu voulais préciser quelque chose? Tu es en retard. Tu es en retard par rapport mais non, moi, tu sais, je suis économe de parole, vu mon âge. Vas-y. Oui, ce que je voulais dire, c'est que je suppose que vous êtes dans le pragmatique. Vous lancez votre commission, votre comité de diagnostic, et au fur et à mesure, vous avancez. Bien sûr, la Palisse n'aurait pas dit mieux que moi, mais à un moment donné, vous allez essayer de voir, de comparer. Parce que ce qu'a dit Michel et ce qu'a dit Karl, effectivement, à un moment donné, il faut avoir plusieurs sons de cloche d'abord, et puis d'autres voir, les comparer les différentes réponses qui ont été faites. Oui, alors concernant la méthode, il y a des personnes qui n'étaient pas d'accord, diagnostic, préconisation et puis volet institutionnel. Il y a des personnes, notamment de ton camp, qui disaient qu'il ne fallait pas séparer diagnostic et préconisation. Parce que, du point de vue de la méthode, donc il a bien fallu choisir une méthode. Elle a été arrêtée, elle est ce qu'elle est. Alors bien sûr, les remarques ici faites, et qui sont d'ailleurs pertinentes, auront certainement un écho, et puis on fera de manière à en tenir compte. Je voudrais faire une petite observation quand même. Oui, vas-y, rapidement, parce qu'on a passé 1 heure sur ce thème-là. Il y en a encore 8 autres. Ça sera 10 secondes. Oui. 10 secondes. Ah bon? Tu peux mettre ton chronomètre en route. Ça fait 10. Non. Pour avoir. Oui. Alors, un combat de karaté, c'est 3 minutes. Hein. Oui. Alors, vas-y. Alors, pour avoir pratiqué ce genre d'exercice, soit en tant que fonctionnaire de l'État, soit au contraire en tant que représentant de ma formation politique, il y a une caractéristique du système dans lequel nous vivons. C'est que l'information est aussi un pouvoir. Elle est détenue par ceux dont parle Karl. Oui. C'est-à-dire que tu vas inviter les syndicalistes, bon, ceux d'avant d'ailleurs étaient peut-être mieux formés que ceux de maintenant, clairement la parenthèse. C'est dit quand même. Oui, les syndicalistes sont souvent en position d'infériorité par rapport à la connaissance. Bon, alors ils ont un vécu qu'ils peuvent exprimer. Bon, ce vécu doit être pris en compte. Oui. Bon, mais ce type d'exercice, c'est pourquoi je pense qu'il appartient, la jonction des deux, c'est là qu'intervient l'esprit critique des élus. Parce que on nous donne des faits, mais comme dit Karl, il faut établir la causalité. Bon, quand nous recevons l'un après l'autre, je prends l'exemple vécu, hein. Quand nous recevons la MPI, Association de promotion de l'industrie martiniquaise. Puis nous recevons après le SGDA, qui est le représentant des importateurs de gros et de détail. Nous avons deux points de vue différents. Absolument. Bon, le SGDA veut te dire que c'est l'octroi de mer qui est la cause de la vie chère. Bon. Et la MPI veut te dire que sans l'octroi de mer, il y a beaucoup d'industries martiniquaises qui disparaîtraient. Mais écoute, c'est 6 000 emplois. Hein. Il y a autre chose. Bon, voilà. Bon. Tout à fait. Donc, il a épuisé le temps qu'il avait annoncé. Oui. Voilà. Alors, je donne 10 secondes à Karl, puisque je l'ai vu bien fait. Non, les services de la CTM sont associés à ça? Oui, bien sûr, puisque ce sont qui les services. assure parce que je suis... On m'invite. Oui. Je suis auditionné. Oui. Je suis un responsable quelconque. Je peux dire ce que je veux. Hein. Oui. Qui vérifie ce que j'ai dit vrai ou pas? Les débats sont enregistrés. Non, mais... Les débats sont enregistrés. Sous le coup. Voilà. Sous le coup. Qui vérifie? Ce sont des matières trop complexes. Ah, bien sûr. Trop complexes, éminemment complexes. J'ai fait une expérience hier. J'ai relu des anciens numéros de Madini Nord, ce journal qui circule, qui est fait sur Internet. Et j'ai cherché des... Madini Nord, c'est un... oui. Bon. Oui. Et j'ai regardé des articles qui étaient faits sur l'affaire du Chériglia. Mais il y a quelqu'un qui a signé d'un pseudo qui a dit que c'est totalement faux. Et qui, dans son expression, paraît très convaincant. Alors,
Vous faites comme si on est dans un monde de bisounours. Il n'y a pas de rapport de force, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de profit, il n'y a pas de profiteur. Je viens de dire exactement Non, le je contraire. dis vous, je veux dire vous, Ah bon. les élus. Je parle à la CTM, pas encore. Non, Bon, plus. Mais alors, Je travaille non, quand même attends. avec les camarades qui sont à la commission ad hoc. Non, on est d'accord, on est d'accord. Travaille avec eux. Non, mais bon, j'ai lu tout ce qui se dit, y compris le point de vue de Daniel Marissette sur l'appel de Fort-de-France. Donc, je comprends parfaitement l'articulation. Bon. Alors, Bon. je- Donc, ce je sont des comprends, s'il te matières plaît. complexes. Ouais. Donc, moi, je ne peux pas me satisfaire des propos qui me sont tenus et qui représentent le point de vue de lobby ou de groupe d'intérêt. Bon. Si je ne mets pas en face, d'une part, une expertise réelle, Bien sûr. déjà, et deuxièmement, d'éventuels groupes avec des intérêts Différent. différents. très bien. Non, mais Si on ne fait pas ça, et je ne vois, vu les délais, vu la vitesse avec laquelle ça se fait, je ne vois pas comment on pourra le faire. Si c'est une juxtaposition de discours, c'est vrai, ça peut être très intéressant, mais il y a quelqu'un qui a fait ça très bien, c'est Fred Mirand-Martroz, qui est malheureusement décédé. Il a fait un livre sur Félix Mérine, le Mapipi lumineux. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il a pris des témoignages de gens qui connaissaient bien Félix Mérine depuis qu'il était tout jeune, et puis il les a mis les uns après les autres pour dépeindre le personnage. Mais ça, dans ce type d'exercice, c'est parfait, c'est très agréable à lire. Mais est-ce que c'est ce que vous voulez faire? Il y a bien évidemment une Donc, sollicitation. on trouve des mapipi alors. Il y a bien évidemment une sollicitation des experts qui sera faite. Ouais. Non, mais- Je veux vraiment passer à autre chose parce que là, Oui, bien sûr. le temps. En tout cas, merci pour vos contributions et de toutes les façons, ça nous aura permis d'aborder un sujet complexe. Tu nous as chronométré. Je vous ai chronométré, car on a un petit peu plus parlé que les autres. Et Michel moins. Oui, mais et, vous êtes, et Philippe moins. vous êtes trois d'être du même avis, et je suis le seul à défendre l'avis Bon, opposé. Alors. Donc, je devrais avoir un temps de parole égal à la somme de vos temps de parole à tous les trois. Ah, mais il est bon, lui. bon. Alors, là, Avec un factoriel 2. on va aller assez rapidement, 16h50. Donc, projet de fusion de l'ADOM et de la délégation à l'égalité des chances. Est-ce que vous avez une remarque à faire? Est-ce qu'il s'agit de la volonté de faire des économies? Mais dis-moi, là, cette délégation qui est une délégation interministérielle, j'ai essayé de voir sa composition et quel est son. Mais non, J'ai envie que c'est ça un n'existe- non-événement. Un machin qui avait un Mais budget il ne me laisse de pas 50 parler, 000 président, euros, il ne me laisse franchement. même pas parler, Carl. Deux mots que je dis. Mais je te réponds. Mais non, pas Rio, monsieur. Eh bien, non, donc j'ai l'impression que la délégation ne correspondait absolument à rien et que, bon, la DOM subsiste dans la mission qu'elle a, c'est-à-dire la continuité territoriale financée par l'État et la collectivité en principe. Ah, absolument, absolument. Non, effectivement, c'est une réforme administrative, bon, à partir quand même d'un constat assez sévère de la Cour des comptes. En gros, qui dit que cette délégation à l'égalité des chances n'a pas fait grand-chose, et elle s'est fait fusiller par un de ceux qui a été l'un des créateurs de cela à l'époque de Sarkozy, c'est M. Caram. Ah. L'autre, Ah oui, Patrick. Caram. Patrick Caram, voilà. Le Qui a métropolitain. été le président, quelque chose comme Et ça. même, exactement. Tu as raison, il a été président. Exactement. Ouais, ouais. Ça a été d'ailleurs un des moyens de la droite d'avoir un pied dans les milieux des originaires d'outre-mer. Bon. Moi, j'ai toujours pensé, franchement, j'ai toujours pensé que c'était un tot. Exactement. Hein? En toto fouillapé, En ils mettaient Baccarat. Exactement. Patrick Caram. Exactement. Donc, ils ont bali. Bon, la Chambre des comptes a dit, ils ont un budget qui était même pas, qui était ridicule. Ça veut dire. 120 000 euros. Qui avait diminué de moitié, 60 000 euros. Deux, ils n'avaient pas de directive, ils n'avaient rien. Donc, ils se sont intéressés à certains sujets qui pouvaient être traités par ailleurs. Donc, la valeur ajoutée de cette délégation C'était quasiment nul. était proche de zéro. Et puis, on leur a donné 6 personnes qu'on a prélevées sur le ministère. Déjà, le ministère de l'Outre-mer est déjà en grande partie
ponctionner de ces... Parce que dans les rapports de force, un des éléments qu'il faut savoir, c'est que le ministère de l'Outre-mer, qu'il s'agit de représenter l'Outre-mer, parce que les autres ministères a vu son potentiel humain diminuer considérablement depuis une dizaine d'années. D'accord. Alors, autre sujet, poussé par une pénurie de bouteilles de verre, une pénurie de bouteilles en verre, le prix du rhum s'envole. Quel commentaire? Effectivement, j'ai regardé un petit peu. L'Ukraine avait 7 usines de fabrication de bouteilles en verre. Et puis, il y a aussi toute l'industrie viticole française qui est en train de souffrir. Il y a même des producteurs de vin italiens qui sont prêts à acheter les bouteilles à n'importe quel prix. Quand il s'agit de grands crus, il faut absolument qu'ils sauvent leur récolte. Quel est ton commentaire, Carl? Je suis pour la consigne des bouteilles en verre, ce qui permettrait de sans doute faire du tri, ce qui ne se fait pas aujourd'hui. Mais c'est ce qu'a commencé à faire Madame Nesson, pour les épaules carrées. Vous qui êtes un petit peu plus âgé que moi, à l'époque, on consignait les bouteilles de Royal Soda, de bière, etc. Bien sûr. En fait, comment ça se faisait? C'était nettoyé en Martinique même, on récupérait les bouteilles? Non, les gens déposaient les bouteilles dans leur casier et le camion venait, tu donnais un casier comme tu fais avec une bouteille de gaz, c'est pas différent. Ah d'accord. Tout à fait. C'est eux qui se chargeaient de laver et de remettre. Quand on relit le rapport du SMTVD, on voit que l'un des points faibles, c'est justement le recyclage. Parce que il y a pratiquement, c'est très insuffisant ce que nous faisons, vraiment très insuffisant. Mais dis-moi, il semble hésiter à faire ça parce que ça demande un service supplémentaire. Non, je crois savoir que c'est la présentation de la bouteille qui souffre. Quand c'est une bouteille de soda, bon, on ne fait pas attention, mais quand il s'agit de... Enfin, l'utilisation d'une bouteille plusieurs fois fait que... Elle est rayée, elle est abîmée, donc ça ne correspond pas à la qualité du produit, c'est pour ça. Mais avant, on n'avait pas le choix, hein. Avant, il n'y avait pas le choix. Et oui, mais n'oublie pas quand même que la production de rhum est en grande partie exportée. Moi, elle est à Franprix. Ah non, vous tombez en la tête. C'est cher le rhum là-bas. Hein. Bon, eh bien, moi, trouvé Trois-Rivières à Franprix. Mais près de 20 euros. Hein? Quel prix? Alors, voilà. 25 euros. Voilà. Et puis, de toute façon, avant, le rhum, on le vendait à la boutique. En Auchi ou en Biscom. Oui. Et pas forcément, les gens n'achètent pas le rhum. C'est ça. Donc c'était d'autres Non seulement en pratiques. Auchi, mais en Timis. Oui, c'est ce que j'ai dit. La Rookie, c'est un quart de litre. Bon, je vais vous raconter une histoire ouais. concernant la Rookie et la Mus, mais hors antenne. D'accord, volontiers. Bon, ben on va garder ça pour tout à l'heure. Donc, versement d'une aide exceptionnelle de solidarité à partir du 15 septembre pour les personnes nécessiteuses concernant l'inflation. Oui. Pas de commentaire particulier. Entre 100 et 200 euros. Je crois que ce sont des chèques entre 100 et 200 euros. Alors, c'est bien, parce qu'il faut bien soutenir les ménages qui souffrent notamment de l'inflation. Bon. Le problème, c'est quand même, quand on verse une prime, c'est une manière de ne pas augmenter les salaires. Voilà. C'est 100 euros plus 50 euros par enfant à charge. D'accord. Si on a 5 enfants à charge, ça ne fait pas 200 euros. D'accord. Ça fait plus. D'accord. Ça fait 350. Alors, ok. dans le sujet, je fais quand même le lien. Dans le sujet que j'en ai traité tout à l'heure, concernant les déclarations d'Elisabeth Borne, on propose un système de ce type à partir du 1er janvier 2023. D'accord. Je me pose une question. Maintenant, je suis pour absolument le versement, c'est tout. Mais la pandémie, plus ces circonstances, j'ai l'impression qu'il n'y aura plus de papier pour imprimer les billets. 3 points de suspension. Bon, allez. L'affaire Madivial. Carl, je te donne la parole sur la question, puisque je vais donner la parole après à Michel sur la déclaration de Fabien Roussel. Je m'intéresse à ce sujet Je sais. de plus en plus près, de très près. Alors, c'est très simple, hein, j'invite les gens à chercher toutes les émissions qui sont faites sur des chaînes officielles, en particulier VRTV, mais pas que, sur cette question-là. Et parce qu'il y a des gens courageux. C'est réconfortant, moi, ça me fait plaisir. J'ai écouté une émission, encore ce matin, j'ai pris des notes, où M. David Jarin, ancien fondateur de Madivial, vice-président de Madivial, trésorier de Madivial, a donné tout un tas
d'information qui circulait déjà, notamment dans le journal Interentreprise. Et notamment qu'il a perçu un chèque de 4 000 euros. Il s'incrimine lui-même, c'est courageux de sa part. Il dit, en gros, il y a des voleurs, mais je suis un. Ça pousse à le croire. Parce qu'en général, c'est parce que les gens font. Ce monsieur est un monsieur courageux. Et il y a une enquête de la douane financière qui, paraît-il, serait récemment achevée. J'espère, parce qu'il y a eu un nombre assez incalculable d'audiences devant le tribunal. Et je vais donner lecture simplement de ce que le procureur de la République écrit. Parce que M. David Jarin a été condamné pour diffamation. Vas-y. Hein? Alors le procureur de la République de Fort-de-France écrit ceci. Dans ses réquisitions adressées au juge d'instruction, il convient toutefois de noter qu'une enquête pénale a été initiée. Alors, il écrit ça au moment où le juge d'instruction le consulte afin d'envoyer M. Jarin en correctionnel pour diffamation. Je dis qu'il a été condamné. Hein? Bon. Donc, il convient toutefois de noter qu'une enquête pénale a été initiée auprès des douanes judiciaires le 6 juillet 2017 pour abus de biens sociaux, fraude au POSEI, programme d'option spécifique à l'éloignement et à l'insularité. Il apparaît donc qu'il existe un lien étroit entre les faits jugés diffamatoires par le plaignant, ceux qui ont poursuivi M. Jarin, et ceux qui font l'objet d'une enquête pénale. Dès lors, il conviendra à la juridiction de jugement de surseoir à statuer dans l'attente des résultats de l'enquête en cours. Numéro parquet 171 74 027 pour ceux qui veulent vérifier. Donc si tu peux reformuler. Je veux dire par là qu'il est extrêmement rare qu'un procureur de la République, dont son réquisitoire, alors qu'il est consulté s'agissant du déferment d'un individu mis en examen devant le tribunal judiciaire, puisse écrire, pas tenir, hein, écrire ce genre de propos. Si le procureur de la République écrit ça, c'est qu'il avait de bonnes raisons de le faire. Absolument. Donc, je vais chercher à rencontrer M. Jarin. Je n'ai malheureusement pas ses coordonnées. Si jamais il voit cette émission, il peut m'appeler 07 46 80. Très bien. Alors, Michel, ton chef de file, déclaration de Fabien Roussel, la gauche des allocs, a-t-il fait un impair? A-t-il fait un impair? Non, mais il s'est expliqué là-dessus. Ce qu'il a voulu dire, qu'il ne faut pas se contenter d'augmenter les allocations familiales, les aides, les minima sociaux, il faut agir pour éviter qu'il y ait des gens qui sont dans la situation de ne pouvoir vivre qu'avec cela. C'est ce qu'il a voulu dire. Bon. Mais là, on a vraiment un exemple de ce qu'on appelle de politique politicienne. On a voulu dire que puisqu'il a parlé de cela, c'est qu'on est en train de donner raison à Macron qui est en train de réformer l'assurance chômage. Donc c'est ce que tu disais à propos des médias, quoi. Ceux qui maîtrisent les médias peuvent les médias, désinformer. Puis certains aussi à gauche. Hein. Ouais. Bon, je pense que c'est une tempête dans un verre d'eau. D'accord. Bon, j'étais présent à la fête de l'humanité. Certains camarades du Parti communiste français ont été un peu désarçonnés par cette déclaration. Mais après, heureusement, on a donné la parole à Fabien Roussel sur d'autres médias, sur d'autres télévisions. De manière à ce qu'il désamorce. Bon. Mais en réalité, il ne fait qu'affirmer une chose, c'est que le Parti communiste se bat pour qu'il n'y ait pas de chômage, tout simplement. Alors, Philippe Saint-Cyr, Elisabeth Borne a annoncé mercredi 14 septembre que la hausse des tarifs de gaz et d'électricité serait limitée à 15% en 2023 pour les ménages. 15% de limitation, c'est un geste intéressant. Je reprends mon habit de juriste et je vais essayer de faire une interprétation de cette annonce.
Oui, elle annonce effectivement 15%, ok, limité à 15%. Mais je ne sais pas si c'est pour l'année ou si c'est pour la première. Je veux dire par là que cette annonce est faite en disant que l'on prévoit maintenant une augmentation seule de 15%, mais je dis qu'au fond de moi-même, je n'en suis pas sûr. Je pense qu'il y aura peut-être d'autres augmentations. Ce sont des promesses politiques, ça. Et puis la solution, la situation peut évoluer dans des proportions effectivement assez imprévues. Donc ça rassure, ça rassure un peu en quelque part. D'accord. Carl, j'aurais voulu ton sentiment là-dessus, parce que j'ai lu, en cherchant rapidement, qu'en Belgique, le prix du kilowattheure avait été multiplié par 13 en 2 ans. Et donc, est-il, n'est-il pas nécessaire de faire le français payer un petit peu plus dans la mesure où il ne vit pas sur notre planète? Le Martiniquais aussi, par la même occasion. Alors, qu'en penses-tu? Quel est ton sentiment? Attention. Attends. Tu réponds après. Quel est ton sentiment? Non, parce que le français, je dis le Martiniquais. Il Oui, ne faut pas oublier que nous bénéficions en Martinique de ce qu'on appelle la péréquation. Tout à fait. C'est-à-dire que nous payons ici l'électricité comme si nous étions à côté d'une centrale nucléaire. Oui. Alors il faut bien comprendre, le marché de l'électricité est un marché très complexe. Tout à fait. Il y a d'abord l'électricité d'origine nucléaire. L'électricité la moins chère, c'est l'hydroélectrique. Est-ce que nous avons ça ici? Non. Ensuite, c'est le nucléaire. Et quand on a besoin de plus de puissance, de plus d'électricité, on met en marche des centrales à gaz et des centrales à charbon qui sont les plus coûteuses. Et le prix, c'est effectivement le prix de la dernière tranche, le plus élevé. Bon. Alors quand je dis ça, je dis à la fois une chose vraie et une chose fausse. Parce que quand on dit que l'électricité nucléaire est moins chère, on ne met pas dans le coût le prix du démantèlement des centrales, de leur réparation. Prolonger la vie des centrales, actuellement, c'est 50 milliards. Donc on ne peut pas parler du prix de l'énergie de manière totalement étanche par rapport au reste. Parler du prix de quelque chose qui est absolu comme l'eau, de ce qui est essentiel pour une population, c'est forcément parler de la politique que l'État entend mener pour flécher les moyens dont il dispose vers ceci plutôt que cela. Or, que fait l'État? Que fait le gouvernement? Pas seulement depuis Macron. Oudane avait déjà commencé, Sarkozy aussi. Mais lui, il accélère le mouvement. Ce qu'il fait, c'est qu'il prive l'État de recettes. Quand il va supprimer la cotisation à la valeur ajoutée, la valeur ajoutée des entreprises, CVA. il prive la CVA, il prive l'État de recettes, il prive les collectivités locales de recettes. Donc, s'il y a moins de recettes et que les dépenses restent identiques, on te dit, il y a un déficit. Je vais prendre l'exemple de la sécurité sociale. L'État passe son temps à accorder des exonérations que maintenant, il ne prend plus en compte. Donc, on crée un déficit et on dit aux gens, bon, il y a un déficit, ça ne peut pas rester comme ça. Ça paraît logique. Alors, comme on ne peut pas augmenter les recettes, on ne peut que diminuer les dépenses. Et on sape dans les hôpitaux, on sape dans l'éducation, on fait ceci, on fait cela. Très bien. Il y a un excellent article qui est paru dans Alternative économique au début du mois de septembre qui explique que tout le train de réforme, que ce soit les retraites, que ce soit l'assurance chômage, que ce soit les lycées professionnels qui vont prendre une très grosse claque, et ça va nous coûter très cher ici. Et j'attends avec beaucoup d'attention ce que j'ai entendu dire qu'on veut faire venir M. Papendiaï, le ministre de Macron, pour inaugurer le lycée Gelcher. J'espère que cette information est fausse. Je veux croire qu'elle est fausse. Bon. On va prendre une claque mémorable ici. Parce que la politique du gouvernement, c'est d'aligner ce qui se fait en lycée professionnel sur ce qui fait dans les centres de formation d'apprentis et donc par conséquent d'aboutir à
une diminution importante du nombre d'heures de formation et donc On- des postes budgétaires. On était sur le nucléaire. Alors, Michel, C'est un ensemble. 24 réacteurs sur 56 fonctionnent. Donc, effectivement, la France s'est tiré une balle dans le pied. Bon, alors là aussi, moi je me contenterai de raisonner sur le court terme, c'est-à-dire la fin de l'année 2022 et le début de l'année 2023. Bon, pour toutes sortes de raisons, la France, qui a pris des sanctions contre la Russie, elle reçoit le boomerang de son action par une baisse d'abord deux phénomènes de spéculation, c'est-à-dire que les acheteurs de gaz anticipent les pénuries et donc les prix montent. Bon. Et de la même manière, il y a beaucoup d'électricité qui sont faites à partir du gaz. Bon, il y a un lien entre le prix de l'électricité qui est assez complexe entre le prix de l'électricité et le prix du gaz. Bon. Donc, en gros, l'augmentation, si on répercute l'augmentation, c'est 120%. On nous dit, 120%, on vous fait un cadeau, on ne va pas augmenter de 120%, on va augmenter seulement de 15%, et on va vous donner une allocation, une prime de l'ordre un peu comme celle dont nous avons parlé tout à l'heure, 100 € plus 50 € par enfant, etc. Bon. Alors, la question qui est posée, je répète toujours sur le court terme. Bon, le débat qu'a ouvert Carly est très important concernant le nucléaire, la gestion du nucléaire. Bon. Mais il est un fait certain, c'est que la situation à l'heure actuelle des centrales nucléaires et de pénurie d'électricité est du fait, c'est qu'on n'a pas fait la maintenance suffisamment et que d'autre part, on n'a pas investi. Le PDG d'EDF l'a dit froidement en télévision. Le fait d'avoir fermé, je crois, Fessenheim, ça a montré que le nucléaire n'avait plus d'avenir. Et le problème d'EDF à l'heure actuelle, c'est que pour assurer la maintenance ou la réparation, parce qu'il y a des centrales où il y a de la corrosion, on n'arrive pas à trouver les techniciens suffisamment nombreux pour réparer, pour mettre en fonctionnement les centrales. Donc, le résultat, c'est que tu as effectivement un coût extrêmement élevé. Et bon, alors, je cite les responsables de la CGT de l'énergie, quand même, c'est le premier syndicat. Le gouvernement ne s'attaque pas au problème de fond. Hein, c'est la logique dont parlait Carl, c'est la logique néolibérale que l'Europe a imposée à la France. La France avait quand même, parce qu'il faut même remonter, il y a 15 ans, il y a 20 ans, la France avait l'électricité la moins chère d'Europe. Okay. Elle avait un parc nucléaire relativement important. Et les gouvernements ont navigué entre les pressions des écologistes et les pressions des lobbies. Et aujourd'hui, qu'il y a un problème de pénurie à l'horizon, eh bien, elle est désormais. Merci beaucoup. Alors, il faut savoir hein, que très rapidement, vraiment, on n'a pas le temps. est obligé de livrer à ses concurrents qui ne produisent pas 1 kWh d'électricité, de l'électricité à un tarif plus bas que son prix de revient. Ouais. Pour permettre à ces opérateurs de lui faire concurrence. Ouais. Voilà ce qu'a inventé l'Union européenne avec la complicité des gouvernements français, pas de celui-là seulement. Et ça, depuis Jospin. Ça a commencé depuis Jospin. Là, Philippe, tu as le mot de la fin, puisque c'est le Comité consultatif national d'éthique qui juge possible une aide active à mourir strictement encadrée. Et donc, l'euthanasie serait-elle aujourd'hui autorisée? Et ma question, c'est de... Alors, je sais que, pour avoir regardé, la Belgique, les Pays-Bas, le Canada ont sauté le pas. Qu'en penses-tu? C'est différent quand même par rapport à l'acharnement thérapeutique, ce n'est pas... Mais il faut faire une distinction, parce que la France a progressé. Il y a 2 textes. Il y a une loi de Leonetti de 2005 et il y en a un autre de 2016. Alors,
Dans un premier temps, on a permis de prévenir, n'est-ce pas, l'acharnement thérapeutique. Okay? 2005. Et 2016, on permet, n'est-ce pas, la sédation profonde jusqu'au décès. C'est une progression, c'est un progrès considérable par rapport... C'est une pratique médicale, donc. Ah oui, c'est le texte permet de le faire. D'accord. Maintenant, l'euthanasie, c'est une action. C'est le médecin, n'est-ce pas, qui va donner au patient le médicament létal, ok? Et ça a été admis dans certains pays. Mais s'il faut que ça soit bien encadré, il faut, n'est-ce pas, que le patient ait véritablement la volonté de s'en aller. Parce que, tu sais, c'est pas évident. Hein. En fin de vie, tu peux avoir sur le moment la volonté de, et quelques temps plus tard, non, plus cette volonté. Ou encore, tu as l'influence, n'est-ce pas? Après avoir été ressuscité. Ah ouais. Et il y a effectivement une proposition de loi qui semble circuler, qui semble être admise, n'est-ce pas, et notamment par le gouvernement, qui va venir un projet de loi, c'est de pouvoir améliorer le suicide assisté. Parce qu'en Suisse, c'est le suicide assisté. C'est-à-dire quand on te met le médicament entre les mains, et c'est finalement toi-même qui dois le prendre, ok? Mais je ne sais pas, et pourquoi veut-on aller plus loin? Parce que j'ai lu la déclaration d'un prof de médecine qui disait ceci, mais là, effectivement, le texte de 2016 est relativement satisfaisant. Hein, sédation profonde jusqu'à pas entière. Okay. Mais ça, tu t'alimentes plus, etc. Mais la sédation profonde, là, n'a pas pour effet direct la mort. La mort, absolument pas. Tandis que le produit létal, le médicament létal, oui, c'est pour la mort. Alors, il a une argumentation assez intéressante ou pas, je ne sais pas. Il dit ceci, mais on ne sait pas ce que vit l'individu durant cette sédation. Il souffre peut-être. C'est ça. Je dis peut-être qu'il faudrait faire une expérience, le réveiller d'abord pour savoir, l'interroger, ensuite le rendormir. Ou post-mortem. Non. Donc, non, mais c'est une question très délicate. Une question importante, oui. Et je pense qu'il faut y aller, mais en prenant toutes les précautions nécessaires. D'une part, sur la volonté de l'individu, il faut effectivement qu'il le veuille, et puis l'intervention de parents susceptibles d'être héritiers. Voilà. Très honnêtement. Un mot, parce que là, c'est fini. Il y a tant de gens qui sont malades et qui n'obtiennent pas les soins médicaux que nécessite leur État, voire les soins palliatifs. Je ne sais pas ce que représente en termes des statistiques, des gens qui voudraient bénéficier de... Mais est-ce que c'est vraiment ça un sujet qui intéresse toute la société? Ah si, je pense. Franchement. Ah non, j'ai une belle-sœur Vas-y. qui, en quelques jours, est passée de vie à trépas. Dans des conditions que personne n'a pu comprendre. Elle était comme tout le monde, un peu de diabète, un peu de ceci, mais bon. Elle a disparu, on n'a pas eu le temps de dire ouf. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on n'a pas, en général, on n'a pas d'explication. Il y a des cas... Et je ne suis pas... Attends, c'est un cas récent, mais... J'en connais beaucoup comme ça. Vas-y, Philippe. Mais non, il y a des problèmes. Hein. Moi, mon collègue Jean Bernabé, il a eu la maladie de Charcot. Et il n'y a rien de plus terrible. C'est une maladie incurable et qui fait que tu te trouves paralysé de plus en plus et tu te trouves enfermé dans ton corps. Et là, à un moment, je n'ai pas dit qu'elle a fait quoi que ce soit, c'est pas ce que je dis. Mais il y a des situations où la chose... Insoutenable. Ah, c'est insoutenable de cette façon-là, ou de la douleur qui est insupportable. Alors, je ne partage pas totalement ton avis. Bon. En tout cas, merci beaucoup, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On remercie nos chroniqueurs, la passion, la causticité parfois, mais en tout cas, la franchise et puis la volonté d'informer, de vous informer chez vous. Merci beaucoup pour nous avoir suivis, votre émission favorite, Le Kiosque. Et nous vous souhaitons donc une bonne soirée, un bon week-end. Et nous vous donnons rendez-vous d'ores et déjà la semaine prochaine pour un nouveau numéro avec nos chroniqueurs préférés. Une bonne soirée chez vous. À bientôt.